Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble le plafonnement des loyers et l'encadrement des loyers. Pour ça, je suis toujours accompagné de Jean. Salut Jean. Salut Max. Yes, ça. Ouais, et toi? Super, merci. Gros sujet d'actualité qui peut faire peur, qui peut inquiéter ou même des personnes qui ne comprennent pas trop là où ça veut en venir. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous aider un petit peu à y voir un peu plus clair, c'est de voir un petit peu quels seront les impacts à court, moyen terme et d'autres éléments, notamment le DPE qui peut rentrer en compte. Et pour finir, on verra aussi ensemble quel est l'impact réel sur une stratégie de l'investissement dans sa globalité en tant qu'investisseur. C'est vraiment un sujet à prendre en compte. Donc voilà, très important. Donc je vais laisser la parole à Jean. Est-ce que tu peux te représenter rapidement pour les personnes qui n'ont pas vu la vidéo précédente? Aucun problème. Alors Jean, je suis associé de Max sur B2Bed et je m'occupe principalement de la gestion. La gestion immobilière pour B2Bed et on a aussi la branche gestion de patrimoine, mais c'est un autre sujet. Et du coup, sur la partie B2Bed, on a à peu près une centaine de lots en gestion. Principalement à Lyon, mais on est aussi basé à Toulouse et en Bretagne pour accompagner nos investisseurs jusqu'en bout de chaîne, c'est-à-dire faire vraiment la gestion au fil de l'eau. Exactement. L'idée, c'est vraiment de proposer un investissement immobilier clé en main avec de la gestion, donc 100% délégué de A à Z. Et dans l'absolu, l'investisseur ne peut rien faire, n'est pas obligé d'aller sur place. On l'a déjà vu plusieurs fois, donc c'est assez drôle, mais voilà, c'est vraiment... notamment pour les expatriés. Exactement. Ils sont tranquilles, ils savent que tout est géré de A à Z et quand on est loin, c'est quand même pratique. Exactement. Donc voilà, et c'est vrai que on est clairement concerné et nos clients sont clairement concernés par ces nouvelles réglementations. Et du coup, il faut aussi qu'on réagisse et il faut qu'on soit au courant de ça et trouver des solutions. Donc c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est déjà l'explication. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'encadrement des loyers à la différence du plafonnement? Qu'est-ce que l'encadrement des loyers? Alors très simplement, l'encadrement des loyers, c'est une nouvelle réglementation qui est sortie à Paris et à Lille il y a 2-3 ans maintenant. Et l'idée, c'est de fixer un montant de loyer au mètre carré. Donc en fait, c'est très simple, c'est qu'on va définir, l'État définit en fonction de moyennes, de statistiques, etc., qui récoltent. Alors la problématique justement qu'on a, c'est comment est-ce que sont récoltées ces données, comment est-ce qu'elles sont traitées. Et on sait bien que dans l'immobilier, à rue égale, mais on est juste de l'autre côté de la rue, et puis on est au dernier étage avec une vue, ou on est au R+1, juste au-dessus d'un bar. Finalement, le loyer n'est pas du tout le même. Donc, c'est ça qui un peu pose problème dans ces réglementations. Donc là, ils vont dire, peu importe, c'est 15 € le mètre carré. Ok. C'est comme ça. Donc là, Donc vous faites votre superficie, vous faites 15 € le mètre carré. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, à Lille et à Paris, c'est pas du tout appliqué. Donc, la règle existe, mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas appliqué. Cela dit, ça a été renouvelé. Donc je pense qu'ils ont vraiment l'intention de le faire. Ils n'ont aujourd'hui pas les moyens, mais ils ont vraiment l'intention de le faire. La petite révolution qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'il y a d'autres villes qui ont fait cette demande, notamment Lyon, et qui veulent limiter, encadrer les loyers. C'est valable pour les villes qui en font la demande et qui sont supérieures à 50 000 habitants. Donc ma recommandation aujourd'hui, c'est aller voir sur Internet et regarder si votre ville a fait la demande de l'encadrement des loyers. Il y a toute une liste, limite on pourra peut-être la mettre en commentaire dans la vidéo, pour montrer toute la liste des villes qui ont fait la demande, il y en a pas mal. Donc ça c'est les villes qui sont concernées. Faut savoir qu'on se posait la question des colocations. Parce que le gros sujet aujourd'hui, c'est est-ce que les colocations vont être concernées par l'encadrement des loyers, ce qui va complètement effondrer le marché de la colocation et la rentabilité qu'on peut avoir, parce qu'on loue des chambres et du coup on se dit on les loue au prix d'un espace de vie, donc c'est entre 3 et 600 € selon les endroits. Mais demain, même à Lyon, on loue 500, ce sera plus 500 au mètre carré, parce que ce sera... alors on n'a pas encore ce montant justement de loyer au mètre carré, mais ce sera 250, 300, donc on va perdre 200 € peut-être sur une chambre, donc ça va vraiment faire très mal. Alors il faut savoir que cet encadrement des loyers va normalement rentrer en application, mais ne sera valable qu'au renouvellement d'un bail. Il n'y a pas d'antériorité. Ça ne remonte pas sur un bail que vous avez déjà signé. Donc tant que la personne reste, il n'y a pas de risque, entre guillemets, d'être exposé à cet encadrement de loyer. Mais dès qu'il y aura une rotation, vous allez être soumis à cette nouvelle réglementation. J'ai une question, par exemple, tu as 3 colocataires dans une coloc qui reste, un qui change après cette règle-là. C'est un peu un cas spécifique. C'est un cas spécifique. Alors c'est là on en vient justement aux stratégies, où il y a différents types de baux, vous le savez probablement. Il y a le bail solidaire. Et le bail individuel. On peut choisir les deux, on peut d'ailleurs même faire un bail collectif sans clause de solidarité.
Le bail solidaire est parfois plus difficile à faire signer, plus difficile à accepter pour les colocataires. Donc on a tendance à aller sur le bail individuel selon les situations. Donc aujourd'hui, mais c'est toujours pas clair, hein, mais aujourd'hui on suppose que quand il y a une rotation sur un bail unique, c'est un avenant qu'on fait pour inclure une nouvelle personne. C'est ça. Donc on suppose que, étant donné que c'est un avenant et pas un nouveau bail, on devrait pouvoir maintenir le loyer. Le problème de ça, c'est que vous allez à un moment vous retrouver avec plus aucun locataire d'origine, et là normalement vous êtes censé refaire un bail. Donc c'est là où la limite s'arrête. Et la deuxième limite, c'est que si l'ensemble des autres colocations, chambres sont disponibles à des prix inférieurs aux vôtres, même si vous, légalement, vous pourriez maintenir votre loyer, par exemple, de 500 €, comment vous allez louer si la chambre d'à côté est à 300 ? Parce que limité par l'encadrement des loyers. C'est ça. Donc voilà, cette technique, entre guillemets, d'avoir un bail unique à avenant pour dire, bah voilà, c'est pas un renouvellement de bail, devrait passer. Mais même si elle passe, il y a un moment où elle s'effondrera parce que de toute façon, vous devrez renouveler votre bail. Et puis si vous le maintenez, peut-être que vous serez en décorrélation au niveau du prix par rapport aux autres au marché. Voilà. Ok, intéressant. Donc voilà, du coup, ça c'est un point. Ça c'est pour l'encadrement des loyers. Là, c'est le coup de pied dans la fourmilière qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Exactement. Maintenant, reste à voir s'il va être appliqué ou pas. Alors la question, et c'est ce qui s'est passé à Paris et à Lille, ça n'a pas du tout été appliqué. C'est difficile à appliquer. Il y a des solutions pour sortir de ça. Si on fait du meublé, on peut majorer de 10%. La théorie, c'est ça. Hein, on ne sait pas exactement, mais normalement, on devrait pouvoir majorer de 10% les loyers. Et si l'appart a quelque chose de particulier, de remarquable, on peut majorer de 20%. Il faut vraiment que ce soit quelque chose d'unique. Si par exemple, vous avez une magnifique terrasse avec vue sur un tour Eiffel, on considère que c'est unique. Et là, vous pouvez majorer. Si vous avez une cave, vous dites « Ah, j'ai une cave, machin, elle est plus grande que les autres, machin », mais que tous les autres appartes ont des caves, c'est pas de majoration. Vous faites des travaux, vous dites « J'ai fait des travaux, c'est super meublé, c'est beau, c'est design, machin et tout ». Non, c'est pas de majoration. C'est vraiment des choses particulières, uniques, spécifique à votre appartement. Donc comme tu dis, c'est plus une vue ou quelque chose comme ça. C'est une vue, c'est un garage là où par exemple il n'y a pas du tout de garage. Ça peut être extrêmement valorisable. C'est j'en sais rien, une mezzanine avec qui fait qu'en fait la surface habitable, parce que c'est en surface habitable, donc ce qui fait que la surface habitable est multipliée par 2. Ce type de choses. Un loft, par exemple, un énorme loft avec machin, etc., pourrait être considéré comme quelque chose d'unique, du coup, qui pourrait justifier ces 20%. D'ailleurs, petite question par rapport à ça, est-ce que c'est calculé, le prix au mètre carré est calculé sur des mètres carrés ou des mètres carrés? Alors, c'est mètres carrés, mais c'est surtout la surface habitable. Donc, il faut faire attention à ça. Le carré, il y a 3 mesures. Il y a les mètrés surface au sol, il y a le mètré carré, qui dépend 1,80 m, etc. sous plafond. Et il y a l'habitable. Donc c'est sur l'habitable. Donc il faut faire attention à ça. Ok, super. Qui peut être plus petit que le carré. Exact. Ok, très bien. Et du coup, maintenant, sur le plafonnement des loyers, donc c'est différent, c'est pas exactement la même chose. Alors il faut faire très attention aux termes, plafonnement ou encadrement, etc. Globalement, c'est si vous êtes en zone tendue. Donc là, en fait, même pour les 2 éléments, moi, ce que je vous recommande, c'est d'aller sur le site Service Gouvernement, sur lequel vous avez l'ensemble des informations et vous avez des simulateurs, vous rentrez votre adresse et ça vous dit si vous êtes en zone tendue ou non, etc. Donc globalement, le loyer peut être fixé de manière autonome. Il faut respecter 3 critères. Le premier critère, c'est qu'il ne faut pas que l'appartement ait été loué au cours des 18 derniers mois. Le deuxième critère, c'est qu'il soit manifestement sous-évalué. Le troisième critère, c'est qu'il y ait eu des travaux, des gros travaux d'amélioration, de mise en location, enfin pour la mise en location. Il y a eu des gros travaux dans les 6 mois qui précèdent la mise en location. Donc typiquement, vous investissez dans un appart. Et vous dites, chouette, ça va être génial, vous n'avez pas de travaux et vous augmentez considérablement le loyer, et ben vous ne pouvez pas. S'il a déjà été loué. S'il était loué avant que vous arriviez. Dans les 18 mois qui précèdent votre arrivée. Intéressant. Donc ça, il faut faire attention. Donc si vous avez des gros travaux de prévus, etc., en général, il n'y a pas de souci. Mais il faut faire attention à ça. Donc ça, c'est pour la fixation du loyer. La deuxième question, qu'on appelle plafonnement, ou plafonnement de l'augmentation, ou encadrement de l'augmentation des loyers, considère l'augmentation que vous pouvez appliquer tous les ans au renouvellement du bail, enfin en tout cas la date anniversaire du bail, sur le loyer. Et là en fait il y a ce qu'on appelle l'IRL, l'indice de référence des loyers, qui est un indice qui est publié au trimestre, que vous pouvez trouver sur l'INSEE notamment.
qui définit justement l'augmentation que vous pouvez appliquer annuellement sur le loyer. Okay. Donc, il faut savoir que quand vous appliquez cette augmentation, il faut prévenir les locataires et vous ne pouvez pas augmenter d'une valeur supérieure à l'augmentation de cet indice-là. Donc, cet indice, faire attention, il faut absolument que la clause d'augmentation de loyer soit dans le bail, il faut absolument que l'indice et la période de référence soient mentionnés dans le bail. Donc, par exemple, là, le dernier indice qui a été publié, c'est le T2 2021. Okay. Donc, il faut prendre le T2 2021 et l'écrire sur le bail. D'accord. Donc, si vous n'incluez pas ça dans le bail, vous ne pouvez pas augmenter le loyer. Ok, donc très important. Ouais. Voilà. Donc, ça veut dire que, quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas, peu importe la zone où vous êtes, etc., vous ne pouvez pas augmenter comme vous le voulez le loyer. La zone tendue détermine comment est-ce que vous fixez le loyer initial. Et après, l'augmentation de loyer est capée par cet indice de référence des loyers. Ok, donc très important. C'est extrêmement important. Ok, super. Maintenant, on va parler de l'impact du DPE, parce que c'est pareil, c'est aussi un dossier qui est en cours. Donc, le DPE aura un impact direct sur la location, notamment. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ces nouveautés aussi? En fait, on aurait dû changer le titre de la vidéo, mais appeler la vidéo du coup de pied dans la fourmilière, parce que vraiment, c'est des choses qui vont révolutionner le marché de l'investissement locatif. Exactement. Faut savoir que le DPE, une nouvelle réglementation est en place depuis le 1er juillet 2021, donc c'est tout récent. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez la vidéo, mais en tout cas, c'est tout récent pour nous. 1er juillet 2021, qui rend le DPE opposable. C'est-à-dire que le DPE, comme le CARES maintenant, a une vraie valeur. Avant, il n'a toujours été donné qu'à titre indicatif. C'est ça. C'est pour ça qu'il n'y avait aucune responsabilité sur le résultat qu'il y avait et que finalement, en discutant un petit peu avec le géomètre ou la personne qui venait faire le diagnostiqueur, et ben, on pouvait essayer de négocier un petit peu pour qu'il améliore ça. Là, du coup, il aura une responsabilité. Il a une responsabilité. La responsabilité porte sur les notations qu'il met. Et que s'il y a un écart entre le DPE et la réalité, c'est-à-dire qu'on se rend compte que c'est une passoire thermique alors qu'il l'avait noté catégorie D par exemple, le diagnostiqueur peut se retrouver mis en cause. Donc ça, c'est extrêmement important. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? La raison est toute simple, c'est qu'en même temps qu'ils ont passé cette révolution des DPE, parce que même la réalisation du DPE en elle-même change, la catégorisation du DPE change. Alors là, c'est trop technique pour moi, je ne saurais pas vous expliquer précisément, mais je sais que les DPE ne sont plus réalisés exactement de la même manière et ne prennent pas en compte les mêmes choses. Donc il faut savoir que le DPE devient opposable et que maintenant, si vous avez des DPE qui sont catégorie F et G, ça va être très compliqué. Pourquoi? Parce qu'à partir de 2023, sur les catégories F, vous ne pourrez plus augmenter le loyer, F et G. Et à partir de 2025, vous ne pourrez plus louer un appart qui est considéré comme une passoire thermique. Donc ça commence à être restrictif. Donc ça commence à être restrictif, ça commence à être très problématique, parce qu'une partie des appartements qui sont dans le parc locatif, alors je ne me souviens plus des chiffres, mais c'est des millions d'appartements qui sont considérés par ce nouveau DPE, qui risque vraiment de mettre à plat une partie des appartements, parce que vous ne pourrez plus louer. Bien sûr. Donc voilà, ça pose problème. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à partir de ça? Vous avez plusieurs choix. Nous, ce qu'on recommande, si c'est une copropriété, la première chose à faire, c'est d'aller voir la copropriété. Parce que les meilleures isolations possibles et les meilleures, amélioration des performances passent par les copropriétés. C'est-à-dire l'isolation par l'extérieur avec un ravalement de façade, changement de fenêtre, changement de chaudière, etc., si vous êtes en copro et que c'est du collectif, tout ça va passer par la copro. Donc c'est vraiment un sujet d'aller voir la copro et leur dire écoutez, les apparts sont mal notés, tant que c'est la résidence principale, ça pose pas de problème, entre guillemets, parce qu'à la revente, ça a compliqué quand même, mais bon voilà. Mais si c'est du locatif, c'est problématique. Donc ça, c'est pour moi la première démarche à faire avant de faire des démarches individuelles. Donc ça dépend si c'est du collectif ou pas. Mais souvent, les passoires thermiques sont sur des vieux immeubles qui souvent étaient en collectif. Complètement. Ensuite, la deuxième étape, c'est de voir ce que vous pouvez faire à titre individuel dans l'appartement. Donc là, effectivement, ça peut être changer les huisseries, ça peut être changer les méthodes de chauffe. En général, c'est ça. Ça peut être refaire de l'isolation par l'intérieur. Bon, voilà, il n'y a pas tant de choses à faire, mais voilà, ça peut faire partie. La recommandation que j'ai, moi, aujourd'hui, c'est qu'il existe énormément d'avantages, d'incitations fiscales, d'aides à faire des rénovations. Clairement. Je pense personnellement que ces aides vont aller en diminuant, comme souvent c'est le cas. Donc la première chose à faire pour moi, c'est d'aller sur MaPrimeRénov,
qui est le site de référence pour tout ce qui est justement aide et accompagnement à la rénovation énergétique des biens. D'accord. Donc globalement, si vous avez des appartements qui sont mal notés, prenez les choses en main tout de suite. Vraiment le plus tôt possible. Attendez pas, parce que le jour où on va arriver aux échéances 2023, 2025 ou 2026, ça va être trop tard. Je pense que les aides seront moins là. Je pense que les artisans seront moins là, ou s'ils le font, ils vous le feront payer. Donc pour moi, c'est un sujet qui est à prendre à bras le corps dès maintenant. Parce que ça va avoir des incidences énormes sur les loyers, sur la mise en location, etc. Et demain, vous allez essayer de revendre un bien qui est en passoire thermique. Je pense que vous allez le payer. Clairement, Donc voilà. Ok, super. Mais il y a des bonnes nouvelles. Hein. Oui, bien sûr. On fera d'autres vidéos avec d'autres meilleures nouvelles. Mais c'est vrai que là, c'était des points qui sont quand même très importants, qui sont des sujets d'actualité, qu'il faut prendre au sérieux, comme tu l'as dit, et qui peuvent vraiment impacter votre stratégie d'investissement. D'ailleurs, c'est le dernier point qu'on va aborder. C'est en fonction de tout ça, quelles sont du coup tes recommandations, avec peut-être aussi ta casquette de gestionnaire de patrimoine en parallèle, donc c'est ce qui est intéressant aussi, pour peut-être voir pour redéfinir sa stratégie d'investissement, sa stratégie patrimoniale. Prenons en compte tout ce qu'on vient de voir dans la vidéo. L'encadrement des loyers, le DPE, etc. Moi, la première recommandation, et c'est ce qu'on a fait à B2Bed pour l'ensemble de nos clients, c'est qu'on a dressé une liste de l'ensemble des appartements, les mètres carrés, le potentiel encadrement des prix au mètre carré et la notation DPE. Comme ça, on a une vision. Alors ça, c'est notamment pour ceux qui ont un patrimoine immobilier qui est assez important. Vraiment, faites une liste. Vous faites une liste, vous mettez l'appartement, vous mettez le prix au mètre carré, vous mettez la superficie et vous mettez la notation DPE. En fonction de ça, vous essayez d'analyser les appartements sur lesquels vous allez être handicapé. Pourquoi pas vous chiffrer l'handicap que vous allez avoir. C'est-à-dire que si vous savez que vous allez avoir une réduction de loyer à appliquer au prochain renouvellement de bail dû à l'encadrement des loyers, mettez combien vous allez perdre et vous notez la nouvelle rentabilité de votre investissement. Si vous êtes un appartement qui est mal noté au niveau du DPE, vous le notez et pourquoi pas, si vraiment c'est ce que je recommande, faites faire des devis en disant combien ça me coûterait de le remettre à niveau, etc. Et vous renotez la nouvelle rentabilité de votre appartement. Du coup, vous allez ressortir les nouvelles rentabilités de vos appartements. Et en fonction de ça, vous redéfinissez votre stratégie patrimoniale en disant écoutez, ça je le revends. Parce que typiquement, je me retrouve en encadrement de loyer, je vais perdre un tiers ou un quart de mes loyers. De plus, je suis catégorie G et le remettre en état, ça va me coûter 50 000 balles. Là, vraiment, la question se pose. Et je pense qu'il vaut mieux le vendre maintenant que le jour où tout ça sera en application. Parce que vous allez le payer. Donc, sauf quelqu'un qui veut l'acheter en résidence principale, qui du coup sera moins impacté parce que c'est la résidence principale, donc il prévoit peut-être faire les travaux lui-même, etc. Mais quoi qu'il arrive, à mon avis, il discutera le prix pour ça. C'est sûr. Donc je pense qu'il vaut mieux le vendre maintenant. Alors après, il faut prendre en compte plein de choses. Il faut prendre en compte la fiscalité sur les plus-values, il faut prendre en compte est-ce qu'il est très bien placé et que de toute façon ce sera du patrimonial, ou c'est votre seul investissement, et ou vous l'avez déjà transmis à vos enfants. Enfin, il y a plein d'autres choses à prendre en compte, bien sûr, mais là, mais du coup, c'est les questions qu'il faut se poser. Un appartement sur lequel vous mangez l'encadrement des loyers, sur lequel vous allez manger des rénovations énergétiques parce que le DPE est mauvais. Et que vous ne misez pas trop sur l'aspect patrimonial. Et que vous ne misez pas trop sur l'aspect patrimonial. Il y a un moment, il faut se poser les bonnes questions et dire ok, est-ce que je vends? Et il vaut mieux vendre maintenant que dans 3 ans, quand ce sera vraiment tout mis en place, qu'il n'y aura plus d'aide et que. Clairement. Donc ça, c'est effectivement les questions qu'il faut se poser. Les autres questions qu'il faut se poser, c'est que si vous décidez de les garder, que vous êtes dans une situation d'encadrement de loyer par exemple, est-ce que vous quittez de la colocation pour vous mettre en location normale? Vous allez avoir peut-être une un peu moins bonne rentabilité faciale, mais finalement vous allez avoir vachement moins de rotation. Clairement. Donc voilà, les questions se posent. Si vous gérez vous-même, c'est pas trop gênant. Si vous passez par une agence, ça représente un coût. C'est sûr. Donc c'est non négligeable. Donc ma recommandation, c'est ça. Faire un bilan de l'ensemble de votre patrimoine, projeter la rentabilité que ça va avoir. Et si vous sentez que vous avez des brebis galeuses, entre guillemets, dans votre portefeuille, se poser la question de la revente. Ok, intéressant. Ou de la rénovation, ou de repasser en location normale, enfin voilà. Là, c'est vraiment au cas par cas, C'est vraiment au cas par cas, tout à fait. Ok, super. Et pour une personne qui a envie de commencer à investir dans l'immobilier, quelles seraient les recommandations du coup Alors, s'il achète maintenant, la première chose, c'est surtout de ne pas se faire avoir par un investisseur qui lui se dit « Oh, ça pue, je le revends à quelqu'un qui ne sait pas où regarder ». C'est vraiment… Donc,
Les choses à regarder, c'est si vous voulez acheter un appartement, mais que vous soyez primo-investisseur ou pas, regardez si la ville est en encadrement de loyer. Ouais. Ou a fait la demande en tout cas de l'encadrement de loyer. Regardez le DPE. Et vraiment, regardez le DPE. Si le DPE est mauvais, sachez qu'il y a un moment, vous allez devoir poser un billet sur la table pour remettre à niveau l'appartement. Donc ça, c'est les deux choses qu'il faut absolument regarder, en plus de ce que vous regardez dans tout le reste, hein, évidemment, la partie travaux, la partie emplacement, etc. etc. Mais ça, c'est deux choses qu'avant, personne ne regardait, et que maintenant, il faut absolument regarder. Donc regardez l'encadrement des loyers. Donc ça, on vous mettra la liste des villes qu'on demandait. Mais regardez un peu, renseignez-vous si la politique de la ville dans laquelle vous êtes, parce que potentiellement, ils n'ont pas encore demandé, mais peut-être qu'ils vont le demander. Donc renseignez-vous, dès que vous avez des élections, par exemple, regardez les programmes. Je sais qu'à Lyon, Grégory Gousset, qui est passé maire, est un vert, et que c'était inscrit dans son programme. C'est ça, exact. On savait que c'était, et pour les clients B2B, dès novembre, on les avait informés que la demande avait été faite, que potentiellement, on allait avoir des encadrements de loyer. Exactement. Donc ça, c'est des choses importantes. Si vous passez par une agence, demandez à votre agence s'ils sont censés savoir ce genre d'informations. À l'inverse, on a Cyril à Toulouse qui m'avait bien montré, et il y a eu des conférences de presse à ce sujet-là. Le maire avait vraiment indiqué qu'il ne souhaitait pas, qu'il n'était pas pour, et à l'inverse, il était extrêmement contre l'encadrement des loyers. Donc c'est là où on se dit peut-être que dans un court moyen terme, il y a un peu plus de potentiel dans cette ville-là. Mais c'est là où c'est intéressant de s'arrêter, on fait une petite parenthèse, mais à la politique. Exactement. Non pas d'être dans la politique, mais de s'intéresser à la politique, parce que le programme d'un potentiel vainqueur d'une élection inclut l'encadrement des loyers, il vaut mieux que vous le sachiez. Ouais, c'est ça, exactement. Donc voilà, donc globalement, nouvel investisseur ou même multi-investisseur, mais qui souhaite investir aujourd'hui, regardez ces deux points-là qu'avant personne ne regardait. Et du coup, à partir du moment où, par exemple, là j'habite sur Lyon, j'ai envie de continuer à investir sur Lyon, mais l'encadrement des loyers va être effectif et du coup ce sera beaucoup moins rentable si je fais une colocation. Quels sont les conseils que tu pourrais donner du coup à des personnes un peu dans ce cas de figure-là? Je vais faire une blague en disant fuyez. Mais non, c'est pas ça. Il y a des alternatives. Il y a des alternatives qui sont notamment sur le professionnel. C'est ça, c'est une chose qu'on est en train de commencer à songer à développer. C'est ça, on a déjà, moi déjà à titre personnel, j'ai fait des investissements sur le professionnel. L'agence a des biens en tertiaire, en industriel, en gestion. Et finalement, le professionnel peut se révéler une très très bonne alternative parce que beaucoup moins réglementé. Mais même avant les DPE, même avant le CARES, ça a toujours été le cas. Parce que les réglementations sur ce qui est professionnel sont vachement moins contraignantes que sur l'habitation. Quand on dit professionnel, c'est bureau, c'est tertiaire, c'est commerce, c'est vraiment tout ça. Industriel, locaux d'activité. C'est toutes ces choses-là. Il y a beaucoup de choix finalement. Il y a beaucoup de choix, c'est très varié. Les rentabilités peuvent être intéressantes. Ouais, clairement. Vous avez un mauvais payeur, vous le dégagez. Il n'y a pas de contraintes plus que ça, etc. Il y a des outils avec la TVA récupérable, etc. qui peuvent être intéressantes aussi. Donc au niveau stratégie patrimoniale, on peut aussi inclure la diversification, c'est-à-dire que si vous avez déjà beaucoup investi sur de l'habitation, ça peut être intéressant de se diversifier sur du professionnel. Donc il y a pas mal d'avantages et on échappe évidemment à tout ce qui est encadrement de loyer, tout ce qui est DPE et tous ces trucs. Donc la partie tertiaire industrielle, locaux d'activité, tout ça peut être très intéressante et à mon avis aujourd'hui une bonne alternative tant que le marché ne s'est pas épuré sur la partie habitation. Ouais, exactement. Ou sinon, éventuellement, on visite des villes à moins de 50 000 habitants. Pourquoi pas, donc des fois des proches périphéries de grandes villes, ça peut être éventuellement stratégique aussi. Aussi, effectivement, il y a des villes autour de Lyon, en périphérie de Toulouse, qui attirent, parce qu'il peut y avoir un campus ou autre, et du coup, effectivement, il y a moins de contraintes. Donc c'est vrai que là, maintenant, il faut vraiment faire très très attention à plus d'aspects qu'avant, encore plus d'aspects qu'avant, et c'est surtout que là, ça commence à vraiment être rédhibitoire, parce que ça peut faire capoter complètement une opération, elle peut passer d'une opération qui théoriquement est rentable, absolument pas rentable si tout se met en application et tout est contrôlé et ainsi de suite. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voulait faire cette vidéo aujourd'hui. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses à voir, j'espère que ça vous a pas trop démotivé, mais dans tous les cas, comme on dit à chaque fois, dès qu'il y a des problèmes, il y a toujours des solutions. Donc voilà, il faut toujours rester ouvert aux opportunités et on essaiera de vous en partager régulièrement des nouvelles opportunités sur la chaîne. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Merci Jean encore pour cette intervention, c'était vraiment très intéressant. N'hésitez pas à la liker, à la partager,
cette vidéo à toutes les personnes qui sont intéressées de près ou de loin à ça, à toutes ces restrictions. Et dans tous les cas, vous retrouvez tous les liens dans la description si vous souhaitez passer par B2Bed pour la chasse ou même pour la gestion de vos biens immobiliers. Si vous souhaitez vous former, toutes les formations sont éligibles au CPF aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à en profiter et nous on vous dit à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao. Salut.